Oui, alors je vais vous dire pourquoi j'enregistre, bien qu'on enregistre d'ordinaire, plus ou moins bien, mais c'est parce que à cette séance, j'aurais voulu qu'assiste une dame qui s'appelle Michel Echter, qui est la nièce de Mihail Sebastian, et elle peut pas parce qu'elle est partie de Paris hier, et elle m'a demandé d'enregistrer. Mais je vais vous la rendre présente en vous lisant un texte qu'elle a écrit. Alors, il y a quelques années, en 96, est paru, ou 95, est paru en Roumanie d'abord, le journal de Mihail Sebastian, né Iosif Echter, qui a provoqué en Roumanie beaucoup d'émoi parce que dans ce journal tenu de 1935 à sa mort, enfin presque sa mort, à la fin de 1944, Sébastien racontant, comme on le fait dans un journal, ses diverses émotions, ses activités, ses fréquentations, jetait un jour très particulier sur certains de ses amis qui, au tournant des années 30... Pour se remettre dans l'oreille la voix de Pierre Pachet. Alors, j'ai proposé de faire une intervention sur la voix de Pierre Pachet parce que Pierre Pachet a d'abord été pour moi une voix. J'étais jeune journaliste quand je l'ai rencontré pour la première fois, c'était il y a environ 30 ans. Et j'étais allée l'interviewer chez lui, rue Chapon, à l'occasion d'une émission que je faisais sur le thème du sommeil. Il venait alors de publier son livre « La force de dormir ». Et cet entretien allait déboucher sur sa collaboration pendant plusieurs années au magazine radiophonique Panorama, dont j'étais alors une des productrices. Donc sa voix m'a accompagnée pendant des années au fil des émissions qu'on faisait ensemble et bien sûr au cours de nos conversations pendant les 30 ans qu'a duré notre amitié. Alors en prévision de cette intervention, j'ai ressorti des vieilles cassettes que je gardais dans un tiroir qui datait pour la plupart des années 90, que j'avais jamais réécouté. Je me les suis repassées sur un vieux lecteur audio qui marchait avec une pédale. C'était toute une plongée dans le passé et donc qui gardait la voix de ces émissions. Il y avait celle sur le sommeil, il y en avait une autre sur le mensonge, une autre encore sur le journal intime, par exemple. Alors bien sûr, c'est extrêmement troublant que de réentendre la voix d'un ami ou d'un parent mort. Et pour moi, bien plus que de regarder, bien sûr, une photographie, mais plus encore que de voir une image animée, sonore, parlante. Parce que la voix, ça contamine tout l'espace, ça n'a pas de bord. Et j'avais vraiment le sentiment que Pierre était à côté de moi dans la pièce. Parce que la voix, c'est la respiration, c'est le souffle, c'est une prosodie propre à chacun. Mais par-delà l'émotion que j'ai eue à réentendre sa voix, j'avais le sentiment qu'il était vivant. L'autre chose qui m'a bouleversée, c'est que je n'avais absolument rien oublié. De ses propos, bien sûr, mais aussi de sa manière de poser la voix, de ses intonations, de son rythme, de ses accélérations, de ses ralentis, et de sa prosodie si particulière. Je me souvenais parfaitement des mots sur lesquels il s'était attardé, de ceux qu'il avait murmurés, et d'ailleurs j'ai l'impression de les entendre aussi quand je lis un texte de lui, tant sa prosodie m'est devenue familière. Alors c'est certains aspects de cette prosodie que je voudrais essayer de cerner ici. Évidemment, je ne vais pas parler de tous les aspects de sa voix parce que c'est très complexe, c'est immense. Et une voix, c'est pas à chaque instant la même chose. On n'a pas la même voix quand on fait un cours, comme on vient d'entendre, là cet extrait, quand on a une conversation privée ou quand on parle à la radio. Mais voilà, c'est certains aspects qui me sont revenus. Et je me souviens notamment que lors de ce premier entretien sur le sommeil, j'avais été comme sidérée par sa manière de parler, qui était faite d'une tension singulière, que je retrouverai ensuite dans nombre de ses interventions. Et d'abord, la première tension, je dirais, c'est entre le contenu de ses propos et la voix qu'il avait pour les dire. C'était, je m'en souviens notamment, lorsqu'il m'a parlé de cette pensée qu'il avait eue adolescent à la lecture de l'expérience concentrationnaire de David Rousset. Comment faisait-on pour dormir dans les camps de la mort ? S'était-il alors demandé,
et se demandait-il alors à nouveau devant moi. Évidemment, il y avait une sorte de force glaçante dans cette phrase qui avait comme déchiré le ronron du magnétophone, puisqu'à l'époque, c'était des nagras avec des bandes qui grinçaient un peu. Et ça avait surgi comme ça, cette phrase terrible. Et en même temps, je me souviens que Pierre Pachet n'avait absolument pas haussé la voix, il n'avait pas crié. Au contraire, sa voix était très douce, posée, presque ténue. Et cette retenue offrait la plus implacable caisse de résonance à l'insoutenable qu'il convoquait. Je me souviens d'une autre fois où j'ai eu une sensation similaire, un jour où je l'ai entendu parler en public de la peur de la torture, sur un ton calme et précis, un peu assourdi. Lui qui a tant réfléchi, écrit sur la violence totalitaire, avait choisi de l'évoquer à l'oral, comme plusieurs tons en dessous, comme à mi-voix, par pudeur peut-être, ou plutôt, me semble-t-il, par intuition, qu'il n'est pas d'effet plus puissant que ce contraste entre le poids des mots et la retenue de la voix qu'on a pour les dire, et aussi par ce savoir instinctif que l'on n'écoute jamais mieux que lorsqu'on doit tendre l'oreille. Et d'ailleurs, il avait cette manière parfois de parler très bas, et qui fait qu'on était obligé de tendre l'oreille. En vérité, je n'ai jamais entendu Pierre Pachet hausser la voix. Même dans l'émission de radio que je présentais, et qui était réputée pour ses empoignades à l'antenne, il conservait le même ton, que je dirais impérieux et posé, d'une indéniable autorité que personne n'osait interrompre. Et si, pour moi, Pierre s'imposait par sa pensée, il s'imposait aussi par sa voix. Il ne haussait pas la voix non plus, même pour dire des choses désagréables, et il faut bien reconnaître que ça lui arrivait. Lors de ce premier entretien sur le sommeil, se sentant pressé par les questions impétueuses de la jeune journaliste que j'étais, il m'avait soudain dit d'un ton las, « C'est pas la peine de m'engueuler », de cette façon un peu désabusée qu'il avait souvent de traîner la voix, et en même temps une phrase dont la fin était légèrement restée en l'air, comme un clin d'œil, comme évidemment une sorte d'ironie. Il y avait une forme, je parlais d'un ton là, il y avait souvent une forme de fatigue dans la voix de Pierre Pachet, rompue par des moments volubiles, ou plus souvent encore, une extrême vivacité qui soudain s'arrête et semble tomber dans un trou, comme si la tension à trouver les mots justes, le ton approprié, demandait d'un coup trop d'efforts. Il laissait alors tout tomber, comme retombaient alors de même les traits de son visage, qui d'un instant à l'autre avaient l'art de se défaire. Dans un livre où je rapportais des années après l'entretien que nous avions eu ce jour-là, sur le sommeil, j'avais fait ce bref portrait de Pierre. Et j'avais écrit, à l'époque il était beaucoup plus gros qu'il était devenu par la suite, il avait beaucoup maigri après la mort de Soisic. J'avais écrit « C'est l'acuité et la tension qui frappent chez cet homme au physique plutôt rond et aux attitudes volontiers affalées. » Un portrait un peu irrévérencieux qui lui avait beaucoup plu et dans lequel j'ose penser qu'il s'était reconnu. Ce mélange de tension et de relâchement, je le retrouve sans cesse dans sa voix, je le retrouve aussi dans de nombreuses interventions lorsqu'il parle de lui-même, notamment de l'autoportrait qu'il fit de lui dans l'émission sur le sommeil. Je suis quelqu'un d'inquiet, mais aussi quelqu'un d'un peu somnolent, presque léthargique. Et ce que j'écris essaye de rejoindre ces deux aspects, un aspect inquiet, insomniaque, et un aspect perpétuellement endormi ou retardé, voire paresseux. Le portrait que j'avais écrit de lui et cet autoportrait font aussi pour moi écho à ces quelques livres ces lignes de son livre « Aux aguets », où il écrit « Il faudrait à présent changer de vitesse. Après la lenteur hypnotique de la philosophie, après la rumination inquiète devant les images, trouver le rythme de carnassier où respire l'individu, somnolence et aguet. » La tension de sa voix, c'était une certaine manière de suspendre son débit pour trouver le mot juste et lui donner son poids.
À d'autres moments, c'était une voix qui se précipite pour coller au flux des idées qui s'enchaînent. Ailleurs, je le disais, une intonation qui reste en l'air. Il était rare que Pierre Pachet laisse simplement tomber sa voix en fin de phrase. Elle restait suspendue, laissant l'auditeur sur sa faim, ou au contraire s'affaissait, comme je le disais, dans un chuchotement à peine audible. Ce que sous-tend cette tension de la parole, il en avait très bien parlé dans une autre émission que nous avions faite ensemble sur le mensonge. Il avait dit « La vérité est quelque chose qui demande à être conquis, qui demande à être construit, qui demande à être composé. Il ne suffit pas de s'abstenir du mensonge pour accéder à la vérité. » Souvent, la condamnation du mensonge s'appuie sur l'idée qu'interdire le mensonge, c'est faire advenir la vérité. Or, cela, je ne le pense pas. Il me semble qu'il faut trouver les mots, le ton, le rythme, l'espacement des paroles qui sont aptes à dire ce qui est vrai. Cette exigence était à l'œuvre à chaque instant dans sa voix et lui donnait son caractère presque hypnotique. Parce que l'entendre donnait le sentiment d'assister au processus d'une pensée qui se construit, qui s'énonce et qui s'affirme en direct. Mais la voix de Pierre Pachet, c'est aussi celle que j'ai, pendant toutes ces années, et comme beaucoup ici, parce que c'était beaucoup question de parler avec lui, de ces discussions qu'on a eues avec lui, c'était celle que j'avais envie d'entendre dans des moments d'inquiétude notamment, et qui me parlait à l'oreille, et beaucoup à l'oreille, parce qu'on s'est beaucoup téléphoné. Et donc, voilà, c'est quelqu'un à qui je téléphonais, donc j'entendais la voix au téléphone pour lui parler de toutes sortes de choses, de chagrin ou de joie. Et j'ai beaucoup pensé à lui, je crois que c'est Pascal Rose qui en parlait hier. Elle disait, j'aurais été curieuse de savoir ce que Pierre Pachet pensait de Macron. Moi, j'ai beaucoup pensé à lui au moment de la campagne présidentielle, avant le premier tour, une campagne assez désastreuse et menaçante, et pendant laquelle je dois avouer que j'ai eu peur que mon monde s'effondre. Et je me suis souvent demandé ce que Pierre m'aurait dit pour me rassurer, ou pour m'aider à trouver quelle attitude, quel comportement avoir. J'aurais tant aimé l'entendre me parler à ce moment-là. Et puis je suis tombée, en relisant certains de ses textes, pour aujourd'hui, sur ces quelques lignes extraites d'un texte qu'il consacre à Simone Veil dans Aux aguets, où il écrit « Le cours des événements soumis jour après jour au jugement ou à l'indifférence de chacun, dans les journaux, rend encore plus terrible l'impression de l'approche inéluctable des catastrophes, obscurément liée à la volonté et à la pensée humaine, colère de Dieu dans l'absence de Dieu, le sentiment terrible, présent pour moi depuis toujours, plus ou moins étouffé, que la vie quotidienne dans sa dispersion, ses sautes de soucis et d'insouciance, prépare librement et aveuglément, comme en rêve, la venue d'un concentré de servitude, de souffrance, de bêtises, d'innommables, les événements d'Allemagne, la guerre d'Espagne, les procès de Moscou, la guerre telle que Simone Veil l'a subie et vue, ma liberté est prise dans leur approche, leur venue. Évidemment, ce texte qui m'avait semblé si à propos et si juste, et en même temps si inquiétant, il m'a semblé en le lisant que c'était Pierre qui était venu me le murmurer à l'oreille dans ces circonstances. Il n'avait certes rien pour me rassurer, mais il avait su mettre des mots sur ce que j'avais éprouvé, et c'est la dernière fois que j'ai entendu sa voix.